Je viens de finir de préparer l'agrégation durant une année entière. Et au début de cette année, j'ai cherché sur YouTube s'il n'y avait pas des vidéos de retour d'expérience, etc. Des personnes qui parlaient de l'agrégation de maths justement, pour avoir un peu des tips, des conseils, des retours, n'importe quoi, qui pourraient me servir et m'aider dans ma préparation. Mais j'en ai pas vraiment trouvé. Du coup, je me suis dit que si je réussissais à avoir l'agrégation, je me chargerais de faire ce genre de vidéos pour pouvoir aider les personnes qui, comme moi, aimeraient avoir ce genre de retour pour commencer leur préparation ou du moins se préparer au mieux. Bon, juste avant de tourner cette vidéo, je viens d'aller voir et maintenant il y a des personnes qui ont fait des vidéos. J'ai notamment trouvé une personne, n'hésitez pas à aller voir sa vidéo et coupler nos deux vidéos, les informations que vous y trouverez dans les deux. Ça ne peut être que bénéfique d'avoir plusieurs visions des choses et de faire un mix selon sa personnalité, ses goûts, ses envies. J'ai énormément de choses à dire, du coup je vais faire 3 vidéos différentes. Donc celle-ci sera plus sur les généralités, des conseils un peu globaux. Et ensuite je vais en faire 2 autres, une sur les écrits, donc notamment concernant mon organisation, comment j'ai fait et les quelques conseils que je peux vous donner. Et une deuxième sur les oraux. Donc pour commencer, je vais d'abord rappeler les épreuves parce que personnellement même ça c'était pas très clair au début, surtout une. Si jamais vous savez déjà comment ça se passe, je vous mettrai le temps auquel vous pouvez avancer pour passer tout ce blabla. Si jamais vous savez pas, let's go! Ok, donc on va avoir 2 types d'épreuves à l'agrégation. Donc moi je vais parler pour les maths bien évidemment, il y a d'autres agrégations, là je m'aventure pas, je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais du coup on va avoir les épreuves écrites et les épreuves orales. Pour les épreuves écrites on va avoir 2 épreuves, donc une intitulée mathématiques générales et une autre qui va être analyse et probabilité. Si à ces épreuves écrites vous avez plus de 5, vous pourrez alors passer aux épreuves orales. Donc pour ces 2 épreuves, vous avez 6 heures pour faire un maximum de choses sur le sujet. Donc généralement les sujets ils sont hyper longs et on fait pas tout. Personnellement j'en faisais même pas un quart je crois. Mais ça suffit admissible à passer aux épreuves d'après, donc bon, c'est le principal. Personnellement, ces épreuves-là se sont passées à Orléans parce que j'étais dans l'académie d'Orléans-Tours. Il me semble que dans tous les cas, les épreuves écrites se passent dans votre académie, mais je sais pas, je saurais pas trop vous dire, ça faudra que vous vous renseigniez ou de toute façon vous aurez l'information au cours de l'année. Et ensuite, la deuxième session d'épreuves, ça s'est passé à Strasbourg. Et là, c'était toutes les académies qui étaient à Strasbourg pour cette épreuve, pour ces épreuves orales. Et donc cette fois-ci, on a 3 épreuves orales, donc sur 3 jours différents. On a 2 épreuves qui vont être des épreuves de leçons, où elles, on va avoir 3 heures de préparation et 1 heure de passage environ. Je sais pas si c'est 1 heure précisément, 50 minutes ou 55 minutes, enfin c'est aux alentours d'1 heure, 1 heure max en tout cas, sûr. Et la 3e épreuve, ça va être une épreuve de modélisation concernant l'option que vous avez pris. Donc au niveau de l'inscription, vous avez le choix entre 3 options. La première option, c'est probabilité et statistique. C'est celle que j'ai prise parce que dans mon université, c'est essentiellement cette option-là qu'on préparait. Et ensuite, les 2 autres options, ça va être calcul scientifique et algèbre, calcul formel. Donc concernant les oraux de leçons, donc on va avoir un concernant analyse et probabilité et un concernant l'algèbre. Quand on arrive à l'épreuve, on tire un couplage, donc on va avoir le choix entre 2 leçons. Leçons qu'on connaîtra déjà puisque au début de l'année, on a une liste de 35 leçons par matière, donc 70 en tout. Et on sait que forcément les leçons sur lesquelles on peut tomber le jour J feront partie de ces 35 leçons. Une fois qu'on a ces leçons, on a 3 heures pour préparer un plan. Donc quand on dit un plan, ça va être une leçon en fait, c'est une leçon mais à l'écrit. Avec définition, proposition, théorème, etc. Grand 1, petit 1, grand 2, petit 2, tout ça. Donc tout ce que l'on doit écrire doit tenir dans 3 pages, donc recto, 3 pages recto et pas verso. À savoir que la première page elle est un peu plus petite qu'une page entière et même les autres, en fait on a un cadre à respecter mais en vrai ça se fait bien je pense, surtout qu'en 3 heures ça passe super vite. C'est-à-dire que quand on prépare les leçons durant l'année, 3 pages c'est assez court. On les atteint rapidement, enfin pour ma part. Après ça dépend des leçons, c'est toujours pareil, mais il y a des leçons où c'est assez court. Mais le jour même, 3 heures c'est super court et 3 pages c'est largement assez. Hein. Et après, au-delà de ces 3 pages, on a également droit à une autre page, une page bonus on va dire. Mais sur celle-ci on doit mettre uniquement soit des tableaux, soit des schémas, enfin ce genre de choses, mais pas vraiment de texte quoi, pas de théorème, définition. C'est vraiment une page annexe. Dans la leçon on doit également avoir 2 développements. Donc peut-être que tous ces mots vous paraissent flous, plan, développement, pour moi ça l'était totalement, c'est pour ça que j'essaye d'éclaircir ça. Donc un plan c'est pas juste grand 1, grand 2, grand 3, etc. C'est vraiment
tout détaillé, c'est ça qu'ils appellent plan. Et développement, ça va être une démonstration qui va durer 15 minutes, pas plus, que vous allez présenter durant votre oral. Donc il faut en choisir 2 par leçon, qui collent avec la leçon, bien évidemment. Il faut que le développement utilise des notions de la leçon. Et vraiment, le plus du plus, c'est vraiment illustrer en quoi cette leçon nous aide, en quoi les résultats qu'on a obtenus sont bangers, quoi. Bon, après, on peut pas le faire pour toutes les leçons, surtout que 70 leçons, c'est énorme. Du coup, vous vous rendez compte, de développement sur les 70 leçons à connaître par cœur et à savoir faire en 15 minutes, c'est assez chaud. C'est pour ça qu'il y a un système de recasage, etc. Mais bref, vous devez mettre 2 développements donc, dans votre plan de 3 pages. Sur les 3 pages, donc soit ça va être des exemples, des théorèmes, des applications, peu importe, va y avoir ces développements-là sur votre plan. Donc on passe ensuite à la confrontation avec le jury. Là on y va, on est guerrier, on est let's go, on a peur. Bon, en vrai c'est grave stressant, mais les jurys sont super gentils. Enfin moi je sais que j'ai pas eu de problème avec ça, en tout cas c'était très agréable et très... Ils mettaient en confiance quoi. Du coup, on s'installe, le jury nous demande de présenter notre plan. Pour cela, on a 6 minutes. Donc 6 minutes, on va pas lire le plan et les définitions, etc. Enfin, c'est relou. Le jury se fait chier, on se fait chier, tout le monde se fait chier. Le but, c'est vraiment de dire, ok, alors on fait ça comme ça, on a mis ça là parce que on en aura besoin là, ou parce qu'on commence par les bases. Ou alors ça peut être une première partie motivation, genre pourquoi nanani nanana. Par exemple pour la leçon sur la complétude, on peut donner un exemple dans lequel une suite de Cauchy ne converge pas, alors qu'une suite convergente est de Cauchy, et du coup essayer de titiller, d'insister sur cette proposition, à dire que c'est ça qui va nous faire découler la définition de complétude, etc., etc. Donc je pense que dans ces 6 minutes, ce qui est important, c'est de motiver la leçon. Parce que lorsqu'on est face à des élèves, il va falloir réussir à les motiver, dire pourquoi c'est une leçon incroyable en fait, juste. Ensuite, il faut essayer de mettre en avant les théorèmes et les propositions les plus importantes. En 6 minutes, on n'a pas le temps de tout balayer et de tout dire forcément. Il faut vraiment aller à l'essentiel, souligner les trucs, etc., etc. Mais ça, c'est un entraînement tout au long de l'année. Vous allez vous entraîner, voir combien de temps ça fait 6 minutes. Et à force, vous serez plus ou moins à l'aise et vous saurez... qu'est-ce qui a du sens à vos yeux. Et ça aussi c'est important. Dites pas forcément les choses que vos potes disent, mais plus ce qui pour vous a du sens. Ah oui, et aussi dans les 6 minutes de présentation, vous devez énoncer vos 2 développements. C'est-à-dire au moment de la présentation du plan, quand vous arrivez à votre développement, vous dites et ce sera en particulier mon premier développement, ou et là on arrive à mon premier développement qui est nanana. Enfin bref, il faut que vous les énonciez, même si après les jurys vont vous redemander de les réexpliciter. En tout cas moi c'est ce qui s'est passé. Donc une fois cette présentation faite, le jury choisit un des 2 développements. Il est dit qu'ils peuvent poser des questions sur le plan directement. Moi ça s'est jamais passé. Les questions sur le plan qu'ils ont eu, c'était après mon développement. Donc je sais pas trop, paniquez pas si ça arrive. Je pense que ça peut être normal, ça doit dépendre des jurys et de si sur le moment ils ont des questions ou pas, je pense. Bref, en tout cas, ils vont choisir un de vos 2 développements et c'est sur ce développement-là que vous passerez. Et du coup, vous aurez 15 minutes pour présenter votre développement au jury. À savoir que depuis quelques années, ils autorisent la relecture de nos notes concernant le développement juste avant de le faire. C'est-à-dire que si sur un brouillon, vous avez eu le temps de réécrire votre développement, vous avez le droit à relire rapidement, feuilleter, enfin regarder les points qui vous bloquent à chaque fois. Avant d'y aller. Ok, donc vous faites vos 15 minutes. Si vous dépassez un peu, le jury vous rappellera que les 15 minutes sont finies, ou alors il vous le dira peu de temps avant que ce soit réellement fini. Et dans ce cas-là, c'est à vous d'improviser et de savoir un peu comment raccourcir la fin et comment gérer votre affaire, on va dire. Après, paniquez pas, c'est pas dramatique. Moi, il y a un développement, il me semble que j'avais pas totalement eu le temps de finir. J'ai juste dit l'essentiel de la fin de la démonstration à l'oral. Et au final, à cet oral-là, j'ai plus de la moyenne. Donc, ok, donc une fois le développement terminé, là commence un temps d'échange avec le jury. Donc, le jury va vous poser des questions et c'est à vous d'y répondre. Donc, non, généralement, il commence avec des questions sur le développement et pas forcément des questions très difficiles. Donc, c'est ce qui est beaucoup appuyé. Et vous allez le entendre dans l'année si vous le préparez dans une prépa agrégation, si vous lisez les rapports du jury. C'est que les premières questions, c'est là pour vous mettre en confiance et pour mettre en confiance le jury sur votre prestation. C'est-à-dire,
être sûr que vous n'avez pas bluffé à certains endroits, etc. Donc si vous connaissez votre développement et que vous l'avez taffé, normalement les premières questions ça se passe bien. Et ensuite ils vont poser des questions sur la leçon, ça peut être des exercices, ça peut être concernant une proposition ou un théorème que vous avez mis dans la leçon. Donc la démonstration, c'est pour ça que c'est très long aussi de préparer les leçons, c'est parce que il faut connaître les démonstrations. Pas connaître, moi je les connaissais pas, je les avais juste revues, relues, essayer de retenir les éléments clés et je sais qu'il y a une démonstration en algèbre qui m'avait demandé et je savais que c'était une démonstration classique, c'est sur la codiagonalisation. Du coup si vous mettez ça aussi, vous avez ça, déjà c'est hyper important cette preuve pour les écrits, mais moi je sais que comme je savais que c'était une preuve classique de l'agrégation, je l'avais relue juste avant, enfin pendant les 3 heures de préparation. C'est pour ça aussi que les 3 heures passent hyper rapidement, c'est parce que vous devez relire un peu quelques propriétés et théorèmes importants. Je pense avoir fait le tour pour ces 2 épreuves, on en parlera plus en détail dans la vidéo concernant ces épreuves-là justement. Mais pour le moment c'est tout pour moi. Ok, donc maintenant on passe à la dernière épreuve. Je dis dernière épreuve mais chronologiquement c'est pas forcément la dernière, hein. Donc cette épreuve là, comme j'ai dit, c'est une épreuve de modélisation, donc qui va concerner l'option que vous aurez pris lors de votre inscription. Donc sur les 3 que j'ai cités juste avant. Je vais essentiellement parler de l'option A du coup vu que c'est l'option que j'avais, mais il me semble que le format de l'épreuve reste la même pour tous. Donc cette fois-ci c'est pas des sujets qui sont des titres, mais qui vont être vraiment des pages, hein. C'est vraiment 2 documents en fait. Et sur les 2 documents, on va en choisir un, donc il faut feuilleter vite fait. Ou alors, ce qui peut nous aider, c'est qu'en haut des documents, il y a écrit des éléments clés, donc qui vont dire quelle notion des maths ça utilise. Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y en a un, j'ai vu des mots qui m'ont fait peur, je l'ai fait haha, non, on va prendre le premier. Donc, ces épreuves, c'est hyper flou au début, hein. Je pense qu'il faut en faire plusieurs pour comprendre. Et il faut vraiment s'entraîner pour voir ce qu'on peut en faire. Donc on va avoir un texte avec des théorèmes, des propositions, il peut y avoir des lemmes, etc. Et nous, notre but, ça va être de présenter ce texte tout en rajoutant de la valeur à ce qui est écrit dans le texte. C'est-à-dire que par exemple, il va y avoir certaines démonstrations qui vont être incomplètes. Alors là, c'est à nous d'insister sur certains passages qui sont cachés. Justement, des fois, ils font exprès de cacher des passages un peu sombres. C'est à nous d'essayer de voir que là, il y a un passage sombre. Et si vous avez réussi durant les 4 heures de préparation... Ah oui, parce que ça, je crois que je ne l'ai pas dit. Mais cette épreuve-là, on a 4 heures de préparation. 1 heure de plus, donc. Donc si durant les 4 heures, vous n'avez pas réussi à trouver le passage, enfin comment passer de l'un à l'autre, mais que vous avez vu qu'il y avait un passage délicat, ça, n'hésitez pas à mentionner, à dire on admet ce passage. Et après, ils pourront revenir dessus pendant... le temps de questions, mais c'est pas... Déjà, si vous avez vu que c'est pas trivial, c'est déjà un bon point pour vous. Ce qui va vous rapporter des points, c'est justement d'ajouter de la valeur à ces trous qui manquent, mais également de faire des modélisations sur ordinateur. Le jour de l'épreuve, vous avez des ordinateurs là-bas, vous n'avez pas besoin d'emmener votre ordinateur, etc. Tout est hyper bien fait, tout est expliqué, enfin vraiment, il n'y a pas de souci à se faire. Quand les 4 heures de préparation sont terminées, vous avez maximum 35 minutes pour présenter le texte ainsi que tout ce que vous avez fait. C'est aussi bien d'avoir un regard critique. Après, personnellement, comme j'étais en option probabilité, ça s'y prêtait bien. On pouvait dire pourquoi on a utilisé par exemple une loi exponentielle au lieu d'une loi normale, ou enfin je sais pas, mais toutes ces petites choses là, enfin avoir un esprit critique, ou insister sur le fait qu'on n'a pas pris en compte certains paramètres qui dans la vraie vie seraient importants. Après dans les autres options, je sais pas trop comment sont les sujets et comment ça se passe, donc je pense que c'est à vous de voir, à vous forger, essayer de voir ce que vous pouvez dire. Et regardez le rapport du jury, on en reparlera juste après. Ok, alors rentrons dans le vif du sujet. Je vais vous donner quelques conseils que j'aurais aimé savoir avant de commencer pour me faire gagner un peu de temps. C'est des conseils que j'ai appliqués en tout cas. Donc let's go. Pour moi, l'une des premières choses à faire, c'est de déterminer votre objectif. C'est-à-dire en combien de temps vous voulez avoir la grecque déjà, quel est votre niveau, et est-ce que vous avez d'autres choses à voir durant cette année? Est-ce que c'est une année spéciale agrégation ou c'est une année où vous devez quand même valider un master, faire un mémoire, etc. etc. Ça va pas être tout à fait pareil. Vous ne pourrez pas mettre la barre si haute dans les 2 cas. Et donc dans tous les cas, dites-vous qu'une année c'est hyper chaud pour préparer l'agrégation de maths, hein. On peut le faire, genre, c'est possible, plein de gens le font, mais ne perdez pas ça de vue. Si vous ne l'avez pas du premier coup, je pense que c'est pas du tout grave. Ce qui va être important, c'est de savoir où placer votre barre de niveau. On peut mettre la barre à différents niveaux. Et c'est pas pour autant que si je mets la barre là, j'aurai pas la grecque.
alors que si je mets la barre là, j'aurai la règle. Non, pas du tout. Si je mets la barre là et que j'ai réellement ce niveau-là et que je suis consciente que j'ai ce niveau-là, là, ça peut... Enfin, je peux vraiment jouer dessus. Alors que si je mets la barre là et qu'en réalité j'ai ce niveau-là, ça peut vraiment me porter préjudice. C'est surtout ça qu'il faut avoir en tête. Donc, être consciente de qu'est-ce que je suis capable de faire, quel niveau je peux avoir en un an, à savoir que vraiment préparer la création c'est vraiment un travail acharné et je pense que si actuellement vous êtes à ce niveau-là, visez pas plus de là, hein. Parce que juste revoir toutes les bases ça prend énormément de temps et faut vraiment être solide sur les bases avant de viser le haut de la pyramide. Par exemple, personnellement, je savais que j'avais pas un niveau hyper élevé, donc je me suis limitée à un niveau fac, donc le niveau de base de l'agrégation, c'est-à-dire que tout ce qui n'était pas dans le programme de l'agrégation, j'en ai pas parlé. Après, vous prenez pas trop la tête non plus, genre vous dites pas ça c'est dans le programme de l'agrégation, il faut absolument que j'en parle, ou ça j'ai envie d'en parler mais c'est pas dans le programme donc faut pas que j'en parle. Si vous êtes à l'aise sur un sujet, allez-y, foncez, au contraire. Personnellement, je savais que de base j'avais pas un niveau hyper élevé. En plus, il a fallu que je gère d'avoir le master, avoir mon mémoire, surtout que je voulais poursuivre en thèse. Du coup, ma fac proposait de faire un mémoire spécial agrégation, on va dire, qui nous aidait à préparer l'agrégation sans nous faire perdre trop de temps. Sauf que comme je voulais continuer en thèse, mon mémoire, je l'ai axé sur mon sujet de thèse pour justement préparer cette thèse. Donc je savais que le travail de ma thèse, même s'il y a certains éléments que oui, c'était pas totalement perdu, c'était quand même un peu hors sujet de l'agrégation, quoi. Et en plus de ça, il y avait tous les partiels et les devoirs à faire durant l'année. Donc ouais, je savais que je pouvais pas me permettre de mettre la barre trop haut. Et je me suis dit, cette année, je me contente du minimum. Et je m'étais fixé 3 ans pour avoir l'agrégation. Du coup, je me suis dit, cette année, je vise le minimum. Et l'année prochaine, je mettrai la barre un peu plus haute. J'aurai sûrement plus de temps pour préparer l'agrégation. Donc, ce sera plus simple. Bon, au final, j'ai pas besoin, tant mieux. C'est incroyable. Mais j'étais quand même partie là-dessus au cas où. Donc ouais, ça va aussi dépendre du temps que vous voulez y consacrer. Personnellement, j'ai pris une année totalement off, c'est-à-dire que je faisais que ça, matin, midi, soir. Non, le soir pas trop. Mais ouais, j'étais vraiment à fond. J'avais presque plus de vie à côté. Donc oui, en fonction du temps que vous voulez y consacrer, c'est pareil, vous ne pourrez pas mettre la barre à la même hauteur. Après oui, en parlant de ça, essayez d'avoir quelque chose qui vous sorte des révisions. C'est-à-dire que c'est bien de réviser et de consacrer votre année à ça, mais il faut quand même que vous ayez quelque chose qui vous oblige à sortir de vos révisions. Je sais que moi, par exemple, ça a été mon copain. Si je voulais que la relation tienne, il fallait que j'accorde du temps à la relation. Les temps passés ensemble, ça m'obligeait à me retirer de mon bureau et des révisions. Et je pense que c'est aussi ce qui m'a permis de décompresser un peu. Ça peut être du sport aussi. Je faisais ça aussi. Je faisais de la gym. Et quand je faisais de la gym en compétition et en équipe, j'avais pas le choix. Si je voulais pas faire tout plomber, il fallait que je me bouge les fesses à la gym et que j'aille aux entraînements. Donc ça me permettait de me retirer de mon bureau. Après, si vous êtes trop à fond, ça va pas s'arrêter. Moi, je vous le dis, ça s'arrêtait pas, hein. Genre clairement, même à la gym, même pendant que je faisais mes trucs, j'étais en mode, et cette démonstration-là, comment on fait? Oui, mais dans cette démonstration-là, ce passage-là, est-ce que c'est vraiment clair? Et ça, et ça, et ça. Oh, et dans cette leçon-là, je pourrais mettre ça, et ça s'arrête pas, ça s'arrête jamais. Mais au moins, vous essayez de couper, et je pense que juste essayer, ça permet au cerveau de relâcher un peu quand même. Aussi, au niveau de l'objectif, toujours sur ce même point, soyez capable de revoir vos objectifs à la baisse. En vrai, vous allez vous fixer des objectifs et ce sera pas forcément réalisable. Donc par exemple, pour les leçons, je m'étais fixé l'objectif de faire les 70 leçons, voire 68 leçons. Donc toutes sauf 2 impasses qui sont cadeaux, puisque si on a un couplage de 2 leçons, j'ai fait 34 leçons des 35, forcément il y en aura une des 2 que j'aurais déjà faites. Je m'étais fixé cet objectif-là, pardon. Au final, j'ai pas du tout réussi. J'ai eu, je crois, une dizaine d'impasses. Donc bon. Après, j'ai eu de la chance, ça m'a pas porté préjudice. Je pense que même si vous avez pareil une dizaine d'impasses, vous avez quand même des chances que ça passe, quoi. Mais voilà, soyez conscient de ce que vous pouvez faire et là où vous mettez la barre. Et si au début de l'année vous êtes mis la barre là mais que vous voyez que c'est trop ambitieux, n'hésitez pas à la descendre au fur et à mesure de l'année. Ok, deuxième conseil qui est selon moi indispensable pour la préparation de l'agrégation, c'est-à-dire que si vous devez faire un truc, je pense que c'est l'une des seules choses que vous devez faire, c'est lire le rapport du jury. Il y a tellement de choses dedans, c'est incroyable. Donc je vous conseille notamment de lire, donc là par exemple en août ou au début de l'année, les parties non spécifiques.
C'est-à-dire que le rapport du jury, il me semble qu'il y a, je vais pas dire un nombre de parties parce que je me tromperai, mais il y a une partie généralité, blabla, sur les statistiques et tout. Ça peut être intéressant à lire juste pour vous donner des petites idées. Moi, je sais que j'avais bien aimé lire cette partie-là. Donc voilà, c'est chill, genre ça prend pas la tête. Et après, il y a une partie écrite et une orale, il me semble. Et sur ces parties-là, à chaque fois, vous allez avoir des blocs spécifiques aux épreuves écrites de cette année-là, mais juste avant, vous allez avoir un petit blabla général, et ce petit blabla général, je pense que c'est important de le lire aussi avant de commencer la préparation, puisque ça pourra vous aiguiller sur comment préparer et ce que vous pouvez mettre en place. Et même chose pour les oraux, donc les oraux, vous allez avoir un petit rapport, enfin un petit blabla sur chaque leçon. Lisez pas ça d'un bloc, hein, ça va pas, il faut pas faire ça, mais lisez au moins genre le premier bloc. Donc ouais, dans un premier temps, lire les parties générales qui rentrent pas en détail sur les épreuves des années en question. Par contre, ces détails-là, vous allez les lire dans la suite. Donc ça, on en reparlera dans la vidéo écrit et orale respectivement. Et à la fin, vous retrouvez également la bibliothèque de l'agrégation. Donc ça, vous allez avoir tous les livres qui vont être disponibles sur place. Donc ils seront disponibles sur place, mais vous ne pourrez pas forcément les avoir en temps illimité. C'est-à-dire que par exemple, si vous voulez un livre, mais que c'est un livre qui est assez demandé en général, ils vont vous dire, on vous prête 1 heure, mais dans 1 heure, vous devrez le rendre. Si quelqu'un l'a demandé dans ce lapsus-là, il faudra vraiment le rendre, et si personne l'a demandé, vous pourrez peut-être le garder. Enfin, selon les livres, je crois que ça dépend, mais soyez conscient que c'est pas parce qu'il est sur cette feuille-là que vous l'aurez forcément le jour de l'agrégation. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais emmené tous les livres, ceux qui étaient dans la bibliothèque de l'agrégation, ceux qui n'y étaient pas, comme ça j'avais tout à côté de moi, donc j'avais tout mis dans une valise, hein. On a tous nos valises avec nos 50aines de livres, à chaque fois qu'on arrive là-bas, on sait qui passe l'agrég ou pas, hein, vraiment. Donc pour les livres, ça va plus concerner la partie orale, mais rapidement, si je devais vous dire quelques-uns de mes livres phares, c'est les Tout en un pour la licence 1 et 2. Eux, c'est vraiment mes piliers. Après, en algèbre, j'avais mes 2 piliers, c'était Rombaldi et Algèbre le grand combat. Eux, vraiment le sang de la veine. Et après, analyse, j'en ai pas forcément des spécifiques à vous conseiller, puisque généralement l'analyse, les livres, ils sont... Enfin, il n'y a pas un livre qui traite beaucoup de leçons. Les livres, ils sont assez spécifiques. On a par exemple les livres de Mohamed El Amrani, j'espère que je le prononce bien. On va voir dans la suite de toute façon comment trouver les livres incroyables. Transition exceptionnelle avec mon conseil numéro 3 qui est Internet. Concernant Internet, je vais notamment vous conseiller 2 sites. Ceux qui ont préparé l'agrégation les années précédentes et qui regardent cette vidéo, si jamais il y en a, ils vont direct savoir de quel site je vais parler. Il y a vraiment un site dédié à l'agrégation de mathématiques, ça s'appelle agreg.org, mais c'est vraiment que l'agrégation de mathématiques. Et là-bas, c'est une mine puisque vous allez retrouver tous les rapports du jury, tous les sujets des années précédentes, plein d'informations. Donc je vous laisse fouiller le site, je vous laisse regarder. De toute façon, il faut fouiller pour voir ce qu'il y a dedans. Mais vraiment un des sites indispensables. Et le deuxième, le site grâce auquel j'ai l'agrégation, hein, no joke, juste agrégmat. Si vous avez un truc à retenir pour préparer l'agrégation, agrégmat, c'est tout. Donc on va avoir un onglet leçons, donc on va retrouver toute la liste des leçons concernant notre année. Donc là je pense qu'ils vont le mettre à jour, je sais pas, j'ai pas regardé depuis, mais moi je sais que ça avait été mis à jour rapidement. Donc vous avez la liste de toutes vos leçons, donc là ça va être concernant l'année 2025, après si vous regardez ça l'année prochaine, ça sera 2026, etc. etc. Et lorsque vous cliquez sur une leçon, vous allez avoir tout d'abord le rapport du jury, donc vous n'avez pas besoin de le chercher ailleurs. Après, moi je sais que c'était pas les derniers rapports du jury, du coup j'aimais bien quand même aller voir le rapport du jury de l'année précédente. Il y a notamment aussi donc il y a des propositions de développement avec un nombre d'étoiles. Le nombre d'étoiles, c'est pas le nombre de difficultés, mais le fait que ça se recasse bien ou non dans cette leçon-là. C'est-à-dire que si c'est un développement qui se recasse très bien dans la leçon, ça va être 5 étoiles. Et si c'est un développement qui est un peu limite, qui va bof dans la leçon, ça va plutôt être 1 étoile. Et ensuite, en dessous, vous avez des personnes fort sympathiques qui ont mis leur plan. Et donc vous pouvez cliquer dessus et normalement, il y a un fichier
où ils ont mis leur plan vraiment tel quel et c'est super bien pour s'en inspirer. Et ensuite il y a d'autres onglets, donc il y a un onglet spécial développement où là on peut charger directement un développement si on sait ce qu'on veut, et après il y a d'autres onglets qui peuvent pareil être utiles. Il faut fouiller encore une fois pour voir ce dont vous avez besoin, à quel moment, et à force même d'aller sur ce site et de voir les leçons, vous allez avoir des gens que vous allez aimer. Genre je sais que moi, Evna, je sais pas comment si ça se prononce comme ça, hein, mais Evna, mais je t'envoie tout mon amour, hein. J'ai la grecque grâce à toi, mais vraiment. Quand j'arrive sur la grecque math pour voir, pour comparer ce que j'avais fait et ce que les autres avaient fait, ou si j'avais pas du tout d'idée comment commencer, à chaque fois, première leçon que je prenais, c'était Evna. Evna, Evna, Evna. Après, cherchez vous-même, hein, parce que selon les personnalités, vous allez préférer d'autres personnes. C'est Evna qui collait le mieux à ma personnalité, à ce que j'avais envie de mettre, comment faire, etc. Donc je faisais pas des copier-coller non plus. Il y a des choses qu'elle mettait qui étaient trop dures pour moi, d'où le fait de retravailler les leçons. Ok, quatrième conseil que j'ai à donner, c'est de travailler avec un outil numérique. Donc vous l'aurez compris déjà, pour l'épreuve de modélisation, on va avoir besoin de l'ordinateur pour modéliser. C'est... voilà quoi. Ou alors, ce que je peux vous conseiller aussi, c'est d'avoir une tablette numérique. Donc j'en avais pas personnellement, mais ma pote en avait une. Et je sais que ça pouvait être pratique, donc comme vous voulez. Donc je vous conseille de faire vos leçons. Si vous comptez préparer vos leçons, je vous conseille de les préparer sur ordinateur ou tablette. Pourquoi? Tout simplement parce que vous pouvez faire des copier-coller. Et ça... mais le gain de temps, c'est phénoménal. Vous vous rendez pas compte. Il y a plein de théorèmes ou de définitions qui vont aller dans plusieurs leçons. Des fois, il y a même des parties entières qu'on va pouvoir copier-coller dans certaines leçons. Et pouvoir copier-coller, c'est juste incroyable en fait. Donc ça, c'est le premier point. Enfin, le premier avantage du numérique par rapport à la version écrite, même si j'avoue que perso, d'habitude, je suis full écrit, j'adore écrire. Mais là, il n'y a pas photo numérique à 100%. Et oui, le deuxième point, c'est que les leçons, je pense, pour bien les faire, il faut les modeler au fur et à mesure, rajouter des trucs, enlever des trucs, décaler des trucs, modifier. Il faut avoir de la liberté, pardon. Et en faisant au format numérique, comme j'ai dit, on peut copier-coller, déplacer, ajouter, modifier. On peut faire ce qu'on veut en fait. Du coup, c'est pas comme à l'écrit où t'écris et une fois que t'as écrit, si tu t'es trompé, c'est relou. Là, non. Et en plus, ça va vous permettre de pouvoir vous lancer directement. C'est-à-dire que si vous savez pas trop comment vous lancer, vous pouvez vous lancer à écrire des choses. Et après, vous pourrez les supprimer, les déplacer, les modifier, enfin, modeler. Et ça, je sais que ça m'a beaucoup aidé. Parce que avoir confiance en soi pour commencer le plan et l'écrire tel quel, moi je me disais, mais si ça va pas être propre, et ceci, et cela. Et j'ai besoin d'avoir des choses propres. Donc l'ordinateur, vraiment, c'était parfait. Donc voilà pour le quatrième conseil. Et ça pourra aussi vous servir pour faire des fiches pour les écrits. Je reparlerai de ce que j'ai fait dans la vidéo spéciale écrit, mais ça m'a aussi été utile pour les fiches. Autre investissement, un chronomètre. Parce que comme je l'ai dit précédemment, les timings de présentation, ils sont assez importants et il faut être capable de savoir à combien de minutes on est pour gérer notre flux de paroles et savoir si on doit abréger ou même couper certains détails par manque de temps. Ce que j'avais fait au début, c'est que je me disais ok, je prendrai une montre et voilà, comme tout le monde quoi, la classique. Sauf que je me suis aperçue aux oraux blancs que en fait, avec le stress et la concentration sur ce que l'on doit tirer, etc., je regardais l'heure, mais quand je voulais re-regarder l'heure pour savoir à combien de temps j'en étais, j'avais oublié l'heure de départ. C'est un peu embêtant quoi. Du coup, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'investir dans un chronomètre. On a le droit. Il y en a, ils avaient carrément un vrai chronomètre de sport, hein. Moi, j'avais juste investi dans une montre Décathlon qui fait chronomètre, genre celle bas de gamme, genre premier prix. Peu importe, mais je vous conseille vraiment d'investir dans un chronomètre. Je pense que ça peut que vous aider. Et oui, je préfère préciser, mais il va de soi que la montre connectée, c'est pas autorisé, hein, bien évidemment. Passons à un des derniers gros conseils que je vais vous donner. Ça va être si jamais vous avez la possibilité de travailler en binôme. Pour les épreuves écrites, pas spécialement. Je sais que pour les écrits, j'ai pas forcément travaillé en binôme. J'avais quand même des personnes à qui demander si j'avais certaines questions, etc. On échangeait. Mais j'avais pas forcément de binôme où vraiment on travaillait ensemble. Alors que pour les oraux, on était donc avec une pote en binôme. J'avais fait un tableau Excel et on mettait en vert les leçons qu'on avait faites. Enfin, j'avais fait la liste de toutes les leçons. Je mettais en vert dans une colonne celle que j'avais faite, elle ce qu'elle avait faite, et on regardait les leçons qu'aucune de nous deux n'avait faites et on faisait en particulier celle-ci, comme ça on pourrait s'échanger nos leçons. Donc là, l'important ça va être d'avoir un binôme à notre niveau, puisque si le binôme n'est pas à notre niveau, sa leçon elle va être là. Sauf que pour la mettre à notre niveau, il va y avoir des parties qu'on va devoir supprimer ou des petites choses. Enfin, si c'est que des petites choses à modifier, c'est pas grave. Dans tous les cas, sa leçon, vous la remodifierez, il faudra la retravailler. Vous pouvez pas la reprendre telle quelle, sinon
ce sera pas votre leçon, enfin je sais pas comment dire, mais pour moi il faut ajouter sa touche, mais le fait d'avoir la leçon de l'autre qui est faite à son niveau, c'est un temps fou parce que vous voyez ce que vous pouvez mettre. Et vous pouvez la reprendre telle qu'elle, hein, si vraiment elle vous plaît. Des fois, il n'y a pas. Enfin, faut pas forcément chercher l'originalité, il faut juste faire la leçon. Mais après, il y a peut-être des petites touches que vous pourrez ajouter, notamment les développements. Nous, avec ma binôme, on n'avait pas du tout les mêmes développements. Enfin, on en avait quelques-uns en commun, mais sinon, il y en avait pas mal de différents. Mais ouais, je pense que travailler en binôme, c'est vraiment pas mal parce que, encore une fois, ça fait gagner un temps monstre. Et vraiment, le temps pendant la préparation à l'agrégation, mais le temps, mais c'est si précieux. Pour finir la vidéo, je vais un peu parler de moi, mon ressenti, comment se sont passées les épreuves et peut-être donner 2-3 conseils par-ci par-là. Enfin, ça va être un peu freestyle. Donc comme je l'ai dit en début de vidéo, je m'étais fixé un sacré rythme de travail. C'était vraiment dur, aussi bien psychologiquement que physiquement. Donc déjà, la première chose que j'ai envie de vous dire, c'est que si vous avez des downs, c'est pas grave, c'est normal. Genre si vous craquez mentalement, c'est ok. Allez dormir, vous recommencerez demain. Il est 16h, allez dormir. Ma solution au down, c'était dormir. Si vous n'avez pas à dormir, vous avez envie de pleurer, mais libérez. Genre, si vous avez envie de crier, criez. Si vous avez envie de faire du sport, faites du sport. Mais c'est ok d'avoir des moments de moins bien. Si jamais vous êtes en down total, écoutez le podcast Tête à tête chercheur. Ou Tête à tête chercheuse, je sais plus. Peu importe. Mais dans le podcast, il y a des mathématiciens qui parlent. Et il y en a plein qui disent que l'agrégation c'est super dur et que c'est l'année qui a été la plus dure pour eux. Et ça, je vous jure que moi, ça m'a mis, ça me rassurait tellement parce que je me disais, ils ont fait l'ENS, ils ont fait des trucs, c'est des gens de malades, ils ont galéré. Alors si une lambda comme moi qui vient d'une fac galère, c'est juste normal en fait. Ça rassure tellement de voir que ces gens-là ont galéré que n'hésitez pas à écouter ce podcast. Donc, notamment au moment des résultats d'admissibilité, j'en pouvais plus, hein, j'étais à bout. Préparer les oraux, donc oui là les écrits étaient passés, du coup c'est full préparation oraux. Mais ça me demandait tellement d'énergie que j'étais rendue à un stade où je me disais, de toute façon, si je suis pas admissible, c'est pas grave, je serai en vacances et puis je serai libérée. Genre, juste j'en pouvais plus. Et je sais que les 2 autres filles de ma classe, elles se disaient pareil que moi. De toute façon, si on n'est pas admissible, bon, bah, au moins tout ça c'est fini et toute cette fatigue et cette charge. Donc, ouais, il y a vraiment des périodes, je pense, dans l'année où on est plus épuisé mentalement et c'est normal. D'ailleurs, petit bonus pour les filles qui me regardent, c'est normal que si vous avez des syndromes prémenstruels violents, vous vouliez abandonner tous les mois. C'est normal. Genre vraiment, à chaque fois, genre 2-3 jours en mes règles, mais je vous jure, j'avais envie de tout abandonner. Je me suis dit, mais jamais j'y arriverai, il me reste encore trop de trucs à faire, enfin, c'est impossible quoi. Et j'étais tellement fatiguée et avec les émotions d'avant-règles, mais je pétais des plombs, hein. C'est généralement là, ces jours-là, que j'allais dormir à 16h parce que juste mon corps il voulait plus. Et aussi, ce que je voulais surtout dire, c'est que c'est normal également d'être moins efficace pendant les périodes de règles. Genre pendant les périodes de règles, je sais que je faisais beaucoup moins de choses, j'étais beaucoup moins efficace, mais c'est ok de relâcher un peu. Et par contre, pendant les périodes d'ovulation, bah là, normalement, on est à fond. Enfin, moi, je sais que j'étais à fond, et que bah, je pouvais me fixer plus d'objectifs. Par exemple, si les jours de règles, je travaillais 6 heures, les jours d'ovulation, je travaillais 10-12 heures. Genre, j'équilibrais. Le seul conseil, les filles, écoutez votre corps quand il veut et quand il peut, surtout. Notamment si vous faites des plannings, n'hésitez pas à prendre ça en compte. Ne donnez-vous pas la même charge de travail pendant vos règles et hors règles. Maintenant, au niveau organisation, globalement, de septembre à décembre, je me suis consacrée aux oraux. Donc, j'ai pas fait beaucoup de leçons parce que les premières leçons, ça me mettait énormément de temps. Vraiment, il y a des leçons, je prenais 1 mois à les faire. Genre, mes premières leçons, c'était vraiment trop dur. Mais je vous conseille de commencer tout de suite. Commencez dès septembre. On en reparlera dans la vidéo d'oraux, mais commencez rapidement. Donc, j'ai pas fait beaucoup de leçons, mais je travaillais tout le temps. Je travaillais tout le temps, mais j'avançais pas. C'était vraiment horrible. Ensuite, en décembre, j'ai commencé à travailler les écrits. Et notamment pendant les vacances de décembre, c'est là que j'ai commencé à vraiment faire des écrits. Enfin, de mon côté en tout cas. Je continuais à travailler les oraux. Là, ce qui peut être masterclass, c'est d'allier oraux et écrits. C'est-à-dire de préparer les leçons d'oraux qui vont servir aux écrits ou sur lesquels vous avez du mal. Par exemple, je sais que j'avais notamment préparé la leçon sur les inversions de symboles. Les théorèmes d'inversion de symboles, tous les ans vous en avez un. C'est sûr, je mets limite ma main coupée que vous aurez à utiliser un de ces théorèmes-là. Donc allier oraux et écrits, ça c'est vraiment incroyable.
Ensuite, janvier, tous les dimanches, je refaisais un écrit. Et ensuite, la semaine, je travaillais pour mon master, bien évidemment. Mais sur le reste du temps, je travaillais toujours les oraux la semaine et écrit les dimanches. Mes épreuves, elles étaient fin février. Donc tout le mois de février, j'étais à fond sur les écrits. Après les épreuves, donc je vous conseille de prendre des jours off. Là, encore une fois, après les oraux relâchés, je m'étais pris un jour totalement off et 2 jours off d'agrégation. C'est-à-dire 2 jours où j'ai travaillé sur le mémoire. Mais c'était pas d'agrégation, donc ça va, c'est un peu off quand même. Non mais encore une fois, genre dans cette année, j'ai cherché mon temps partout. Donc je cherchais à tout optimiser. Et je me suis dit, ça me fait une sorte de jour off. Mais en même temps, j'avance sur ce que je dois faire parce que, oh mon dieu. Et aussi ce que j'ai fait, c'est que comme pour les écrits, on révise pas trop de probas. On peut y avoir des probas, hein, il faut pas négliger les probas. Mais en vrai, il y en a moins. En tout cas, jusqu'aux parties où moi je réussissais à aller, il y en a pas beaucoup. Après, dans les parties de fin, je sais qu'il y en a des fois plus souvent. Comme j'avais pas fait beaucoup de probas les semaines précédentes, bah, je me suis dit, ok, bah, je vais faire toutes les leçons de probas. Comme ça, j'avance sur mes leçons. Je fais des choses qui changent de ce que je viens de voir. Et let's go. Et après, full euro jusqu'à la fin. Donc on verra l'organisation plus en détail dans la vidéo qui sera consacrée. Mais en gros, globalement, le plan c'était ça. Ok, dernière partie, comment ça s'est passé pour moi? Donc je suis pas là pour dire ouais j'ai trop bien réussi, regardez je suis trop une star, mais plus pour vous dire de pas abandonner et de pas forcément vous fier à vos ressentis. C'est surtout ça que je vais vous apporter. Première épreuve, analyse, ça s'est hyper mal passé. Enfin hyper mal. Je tombe sur une leçon impasse, super, et une leçon que j'estimais assez dure. Je me dis pas le choix, genre on fait cette leçon là. Après je me rappelais de mon plan, là pas le plan, tout le plan, mais je me rappelais des grandes lignes du plan. Donc ça allait, je savais ce que je devais mettre, où chercher, quoi faire. Et les 2 développements que je proposais, je les connaissais par cœur. Donc je savais que niveau développement, j'avais pas à m'en faire et niveau plan, je pouvais m'en sortir. Ce qui me faisait peur, c'était l'échange et les questions. J'avais raison d'avoir peur parce que, à mon sens, ça s'était pas du tout bien passé. On verra après ce qu'il en est. Et voilà. Du coup, le 2e jour, j'arrive là-bas dépitée. Hein. Vraiment, j'étais en mode. De toute façon, je l'ai pas. De toute façon, c'est mort. J'ai tout foiré hier, donc allons-y. Allons-y, ça nous fera un test, enfin ça nous fait un entraînement pour l'année prochaine et c'est tout quoi. Donc j'y vais avec zéro stress, alors que l'allée vraiment, j'étais arrivée devant le lycée mais j'étais en PLS, hein. Oh, j'étais au bout de ma vie, je voulais pas y aller, j'étais à 2 doigts de pas y aller vraiment. Mais allez-y les gars, allez-y. Je sais que c'est dur, si vous êtes déstressé de la vie, ce sera dur d'y aller, mais ça se passe, en vrai ça se passe. Du coup 2e jour, moi c'était la modélisation, ça va. En vrai, pendant la préparation, ça va. J'ai juste peur de faire un petit hors-sujet parce que la présentation que je propose, c'est plus de l'analyse. La démonstration. J'ai un petit doute, mais je me dis de toute façon, j'ai rien d'autre à proposer. Donc allons-y, on fonce et on verra ce qui se passe. Donc, ma présentation, je trouvais que ça allait. Bon, forcément, c'était pas hyper fluide, etc. Puisque là, on n'a pas le temps de se préparer. On a 4 heures et après, on doit. Le premier entraînement oral, c'est le vrai. Il n'y a pas de. Que là, c'est un peu de l'impro. C'est super dur ça à gérer. C'est pour ça qu'il faut s'entraîner, je pense, à cette épreuve parce que l'impro, c'est pas facile. Hein. Là, je me dis, je m'en sors, plus ou moins. Après, les questions, bon, y en a je patine, y en a je réponds. Mais globalement, j'étais plutôt contente de moi. Hein. Et là, ça me redonne un boost et je me dis, ok, demain, si je réussis, ça va. Si je l'ai. Si je réussis pas, c'est mort. Mais si je réussis, il y a des chances. Du coup, je me dis let's go et du coup, je re-stresse parce que du coup, là, tout se joue sur la dernière épreuve qui est la gerbe. Je me dis oh là là. Dernière épreuve, je vais dire un couplage de 2 leçons que j'ai faites, du coup, je suis contente. J'avais une leçon sur les groupes linéaires que j'avais carrément présenté en classe et une leçon sur les sous-espaces stables. Je savais que les sous-espaces stables, les questions derrière, ce serait beaucoup moins compliqué. Donc je me suis dit, j'ai préparé elle pour la classe, mais en plus c'était au mois de décembre que je l'ai présentée. Donc je me suis dit, je pars sur les sous-espaces stables, je mise sur les questions beaucoup plus simples. Bref, j'essaie de commencer et là je me rends compte que je me rappelle plus des grandes lignes de mon plan. C'est-à-dire que je me rappelle plus du grand 1, enfin de la structure quoi. Et je me dis, oh là là, comment je vais faire? Du coup, j'ai repris. On a le droit au rapport du jury pendant la préparation. Du coup, je l'ai repris. J'ai essayé de voir si je pouvais me rappeler de trucs et tout. Je me suis pas rappelé. J'ai improvisé un plan. Laisse tomber. Je savais qu'il y avait des trucs bancals. Notamment le 2e développement. Je me rappelais même plus c'était quoi le 2e développement que je mettais dans cette leçon. Hein. Catastrophe. Mais bon, au final, c'est passé.
Je suis passée sur le plan, enfin sur le développement le moins bancal. Mais du coup, comme je m'en doutais, ils m'ont demandé pourquoi le deuxième développement y allait. J'ai pris la justification qui m'était venue sur le moment même. En fait, j'ai hésité entre deux développements. Et il y a un développement où j'arrivais à expliquer pourquoi je pouvais le mettre dans cette leçon. Et un deuxième où j'arrivais plus à me rappeler en quoi il allait bien dans la leçon. Donc je me suis dit, bah je vais prendre lui, même si c'est bizarre. Et au final, c'était vraiment celui où je me rappelais plus pourquoi je l'avais mis dans cette leçon. Hein. Mais voilà. Ils avaient l'air convaincus de ma réponse. Je sais pas. Au final, ah oui, du coup, passons en note. Donc pour cette épreuve-là, j'ai eu 11. Ah, et d'ailleurs, c'est cette note-là que je parlais au début de la vidéo, qui est la note de l'oral où j'ai pas eu le temps de finir correctement mon développement, mais que j'ai juste dû dire la fin des idées à l'oral. Et du coup, première épreuve, contre toute attente, moi je me suis dit, si j'ai 7, ils sont vraiment gentils. Vraiment, si j'ai 7, c'est des amours. C'est qu'ils sont trop sympas. Au final, j'ai eu 10. Bénéf de ouf. Du coup, j'étais choquée. Genre, quand j'ai vu les notes, j'étais en mode 10. What the fuck. Et par contre, l'épreuve qui m'a reboosté, où je me suis dit, ouais, c'est bon, on a une chance, j'ai eu 8. Enfin, 8, pas 8 tout pile, 8 et quelques, mais j'arrondis à chaque fois mes notes parce que sinon. Bref, j'étais choquée. Genre, ça ne correspondait pas du tout à mes ressentis. Du coup, ce que je voulais vous dire en racontant cela, c'est que si vous pensez avoir foiré une épreuve, c'est peut-être pas le cas, donc foncez. Et si vous croyez avoir réussi une épreuve, c'est peut-être pas le cas, donc ne vous reposez pas sur vos lauriers. Donc vraiment, ce que je vous conseille, c'est lors de ces épreuves-là, si vous êtes admissible et que vous allez aux oraux, foncez, faites les 3 oraux, prenez épreuve après épreuve. C'est-à-dire que vous prenez pas la tête sur l'épreuve d'après ou l'épreuve d'avant, comment ça s'est passé. Une épreuve est finie, elle est finie, on n'en parle plus. Jusqu'à l'année prochaine si vous ne l'avez pas. Mais jusqu'à maintenant, vous n'en parlez plus et on se concentre sur l'épreuve d'après. Et je pense que c'est vraiment le mindset à avoir durant ces 3 jours parce que vraiment, ils sont hyper intenses et voilà. Ensuite, concernant l'attitude des jurys, j'ai rien à dire. Franchement, c'était très respectueux, très agréable. Moi, ça se voyait un peu, j'étais blasée d'être là par moment. Mais en vrai, je les comprends à force d'enchaîner, etc. C'est pas facile de toujours garder le sourire, mais en tout cas, ils faisaient l'effort d'eux. Donc vraiment, vous souciez pas pour ça. Je pense que j'ai fait le tour, je vous laisse là parce que ça fait hyper longtemps que je filme. Et on se retrouve pour les autres vidéos.